Voilà, alors cette journée se place donc sous le signe de la temporalité, tant de la maladie, des maladies dont nous parlons, mais aussi l'effet de cette temporalité sur la personne malade, l'effet sur les proches, l'effet aussi dans le champ de la médecine. En quelque sorte, le temps est la substance de ces maladies. C'est le temps du corps, le temps de l'esprit, le temps des efforts, donc un temps qu'on peut dire chronique, et qui un mot qui rassemble un petit peu une grande partie de ces problématiques. C'est de ce mot que je vais parler. Alors, d'où vient chronique? Ce n'est pas difficile de trouver, ça vient de chronos, qui veut dire le temps en grec. Un des temps, un des mots du temps, puisqu'il y en a plusieurs, le temps pour désigner le temps cyclique, le temps éternel, etc. Donc le temps, le chronos, c'est le temps de la succession, le temps qu'on peut mesurer, notre temps ordinaire, on peut dire, qui s'écoule et qu'on peut qualifier de long ou de bref. On peut parler en temps de journée ou d'année, contrairement, comme je l'ai dit, au temps cyclique ou au temps, par exemple, de l'éternité qui ne s'écoule pas. Et d'ailleurs, la vie quotidienne dans l'éternité, on ne sait pas ce que c'est, enfin, on verra plus tard peut-être. Et il n'y a pas non plus la notion d'instant ou d'opportunité, le fameux kairos qu'on utilise en médecine. Il n'y a pas beaucoup de kairos dans les maladies une fois qu'elles sont chroniques. Alors, pour connaître d'autres sens de chronique, celle-là c'est l'origine, l'étymologie obscure, mais enfin on voit à peu près ce que ça veut dire. Il faut peut-être se référer à notre emploi quotidien, habituel de chronique. Et là, je voudrais faire de lyrique fiat, si je pouvais, en rappelant cette petite scène qui nous arrive tous les jours. Hein. Quand on dit, par exemple, il a encore changé d'avis, mais c'est chronique chez lui. Hein. Donc ça veut dire que c'est répétitif, c'est un défaut, donc il y a une connotation négative. C'est pas mortel, mais c'est vraiment pathologique chez lui. Hein. C'est pas grave, mais c'est vraiment agaçant, irritant, usant. Et puis c'est de sa faute s'il m'énerve. Hein, voilà. Donc, dans cette expression de c'est chronique chez lui, quand on le voit, c'est pas de la maladie, mais c'est un défaut de caractère, on retrouverait presque tous les ingrédients de la maladie chronique et de son interaction sur le malade et son entourage. C'est un petit peu sombre, mais tout de même, c'est amusant. Voilà, on a tout là-dedans. Dès l'Antiquité, les maladies chroniques ont posé des problèmes. Et si je parle de l'Antiquité, c'est que c'est à peu près les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Elles apparaissent beaucoup plus difficiles à traiter que les maladies aiguës, rapides, dangereuses. Peut-être pas plus difficiles à traiter, mais en tout cas d'un autre ordre. Les maladies chroniques, les maladies aiguës, ce sont celles qui vont très rapidement à leur but, c'est-à-dire tuer le malade. Hein. Elles sont dangereuses, il y a souvent des fortes fièvres. Et il faut que le médecin prévienne la fin de cette maladie, empêche le malade de mourir. Donc il intervienne avant qu'elle ne devienne mortelle ou avant qu'elle ne devienne chronique. La sensibilité de ces auteurs anciens est très grande vis-à-vis de la temporalité de ces maladies. Ils ont même des mots comme oligochrone ou polychrone. Lorsqu'on observe un malade, on essaie de distinguer non seulement la diversité des symptômes, mais aussi la temporalité de ces symptômes. Et l'important, c'est que ces oligochrones ne deviennent pas polychrones. Il faut vraiment agir pour éviter la chronicité. Et pourquoi éviter la chronicité? Parce que la chronicité va avec l'incurabilité. Or, l'incurabilité, plus ou moins, ou la difficulté à soigner, c'est vraiment fait très mauvais ménage avec la médecine. Vous savez qu'on a qualifié plus tard des malades de incurables et on ne savait pas qu'en faire. On ne pouvait pas les abandonner, on ne pouvait pas non plus les guérir. On les laissait donc de côté. C'était le cas des lépreux, plus tard des cancéreux, plus tard des sidéens, comme on disait, etc. Et maintenant, les maladies neuroévolutives. J'aime beaucoup ce terme-là. Dans l'Antiquité, donc, il faut éviter cette chronicité dont on ne sait que faire, sauf que le dilemme se pose. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut essayer de les traiter? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de les traiter? Il y a un dilemme très fort, en particulier devant les maladies qui sont mortelles à terme, ou presque immédiatement. Et vous savez que dans le corpus hippocratique, les médecins se disent, faut-il traiter les cas désespérés?
Faut-il traiter les maladies désespérées? Et les uns disent non, carrément non, il ne faut pas s'en charger. C'est dangereux pour le malade qu'on risque de faire souffrir. C'est dangereux pour le médecin qui risque d'y perdre sa réputation. Donc il faut éviter avec une bonne excuse, comme ils disent, pour ne pas les traiter. C'est peut-être d'actualité aujourd'hui aussi. D'autres disent non, il faut les traiter, du moins il faut essayer d'adoucir leur souffrance. Il faut essayer d'éviter l'aggravation de leur cas. Et ça vaut non seulement pour les maladies mortelles, pour les cas mortels, les fractures par exemple, ouvertes du fémur avec déchirement, etc., mais ça vaut aussi pour les handicaps. Handicaps congénitaux, handicaps acquis. Et ces handicaps posent un problème aussi de savoir, est-ce qu'il faut que le médecin s'en occupe? Est-ce que ça relève de la médecine? Je vous lis ce petit texte qui est dans le corpus hippocratique, dans un traité qui s'appelle « Les articulations ». Objection, mais dira-t-on, tout ceci est en dehors de la médecine, de s'occuper d'un boiteux, d'un bossu, de quelqu'un qui a de la phtisie. À quoi bon s'inquiéter davantage de ces affections incurables? La réponse du médecin hippocratique, c'est « il s'en faut de beaucoup qu'on doive raisonner ainsi, car c'est encore de la médecine de les étudier, et il est impossible de les séparer des autres. En effet, les affections curables, on doit les soumettre à des moyens thérapeutiques afin qu'elles ne deviennent pas incurables. Et pour cela, étudier par quelle voie on préviendra le mieux l'incurabilité. Mais les affections incurables, on doit les connaître afin de ne pas causer des souffrances inutiles, du moins pour éviter de ne pas les rendre plus pénibles. C'est au fond ce du moins dans lequel, c'est un coin dans lequel s'insère la pensée au fond de la chronicité qui nous donne le thème de cette réflexion sur chronique. Du moins pour ne pas les faire souffrir davantage, du moins pour les soulager. Car il se passe après l'époque hippocratique un moment qui nous intéresse particulièrement. C'est le moment où les maladies aiguës et les maladies chroniques sont bien séparées. On a d'ailleurs un petit traité, charmant, traité du 1er siècle après Jésus-Christ qui s'appelle « Des causes et des signes des maladies aiguës et chroniques ». Et la liste des maladies aiguës et la liste des maladies chroniques ressemblent étrangement aux nôtres, ça n'a pas beaucoup changé. On voit par exemple l'épilepsie dans les maladies chroniques, la paralysie, les rhumatismes, le diabète aussi, etc., et la phtisie, entre autres. Donc, et bien d'autres. Que doit faire le médecin? Et on sent bien que le dilemme de savoir si c'est intéressant à soigner, intéressant à guérir, et lorsque je dis la médecine ou le médecin, ça englobe évidemment tous les soignants. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Or, ce qu'on voit, c'est que dans cette catégorie de maladies, 3 choses se détachent. La première, c'est que l'axe temporel est essentiel, et lorsqu'on dit l'axe temporel, c'est l'intérêt de la médecine et des soins pour les changements, les transformations des symptômes, une temporalité qui est lisible sur le corps, lisible dans le malade, si bien que la maladie devient au fond la substance de la vie du malade. Il y a une sorte d'interaction entre la vie du malade et le développement de la maladie. Pour l'épilepsie, on mesure l'histoire de la maladie au malade et l'expression revient souvent de l'épilepsie et d'autres maladies incurables. Elle vit et meurt avec le malade. Ça veut dire qu'il y a une sorte de consubstantialité entre la maladie et le malade et la personne. Deuxièmement, on voit aussi que l'objet de la médecine et des soins s'élargit non seulement aux effets physiques, mais aussi aux souffrances et aux attitudes vis-à-vis de la maladie. On verra que non seulement les souffrances, mais aussi les réactions négatives, mais aussi positives vis-à-vis de la maladie. C'est cela qu'il faut aider, soulager. Troisièmement, il y a aussi un changement de perspective. Le médecin ou le soignant inclut ce qu'il ressent, sa motivation, sa constance, son implication lorsqu'il est devant l'inguérissable. C'est étrange, comme j'ai dit, parce que médecine et incurabilité ne font pas bon ménage. C'est donc un autre triangle hippocratique qui s'instaure. Il ne suffit pas, en effet, que malades et médecins combattent la maladie, s'allient contre la maladie pour la vaincre. Le langage n'est plus du tout celui de belliqueux, de la guerre, les armes, de la victoire et face à la mort, mais une autre alliance, une alliance plus longue,
où les armes médicales sont en réalité aussi des valeurs. Valeurs au sens peut-être de vertu aristotélicien. Pour preuve, je lirai le tout début de ce petit traité donc sur d'Arrêté de Cappadoce, traduit, on a de la chance, en grande partie par Laënnec lui-même, Laënnec qui était fasciné par les descriptions de maladies qu'il trouvait dans ce traité. Donc on le lit en français dans la traduction de Laënnec. Introduction donc au petit livre sur les maladies chroniques. Les maladies chroniques présentent de grandes difficultés, le grec dit font beaucoup souffrir. Les maladies chroniques font beaucoup souffrir. Elles sont la cause de longues consomptions et leur guérison est toujours incertaine. Et là, on aperçoit pointer l'histoire de la faute. Vous vous souvenez tout à l'heure, c'est de sa faute s'il m'énerve, c'est sa faute s'il agace, c'est sa faute s'il a cette pathologie. Car on ne peut les faire entièrement cesser, ou la plus petite faute les fait réapparaître. D'un côté, et voici notre triangle hippocratique, si j'ose dire, le nouveau, d'un côté, les malades ne peuvent les supporter avec courage jusqu'à la fin, ou s'ils les supportent, ils ne peuvent persévérer sans faire de faute dans un régime trop long et trop pénible, ça veut dire tout ce qu'on leur donne. Et il s'y ajoute du tourment, d'une médication ou de traitement douloureux. Dans ce sorte de maladie, on conçoit que les patients s'y refusent et préfèrent la mort elle-même. La vision de la mort est toujours présente à distance, de près, de moyen terme ou de loin. Mais c'est dans ces maladies que brille le talent du médecin. S'il sait conserver une grande patience, c'est-à-dire la sienne et celui du malade, varier les moyens qu'il emploie, les rendre agréables au malade sans qu'ils puissent lui nuire, et enfin, s'il sait les consoler, c'est-à-dire les renforcer. Donc cette nouvelle configuration des maladies chroniques s'appuie sur non seulement un savoir, mais aussi sur des valeurs, comme je dirais. Voilà. Donc faire du moins, mais aider quand même, et vivre avec le malade, connaître son temps. Justement, cela nous renvoie à notre vision des maladies neuroévolutives. Il me semble que notre conception de la chronicité est souvent une conception chronologique, c'est-à-dire une maladie dont on connaît les étapes, les stades, les moments, l'enchaînement, une sorte de vision linéaire de ce temps, de ce chronos, qui est vraiment très très loin des temps complexes, des temps à retour, des temps compliqués, à surprise, avec des descentes et des remontées, des temps d'attente, surtout d'attente des résultats, d'attente des soins, d'attente de l'aide, d'attente que le guichet ouvre, etc. Donc, il me semble que la chronologie de la conception des maladies chroniques doit être surveillée, chronologisation. Deuxièmement, le prestige mis dans cette sorte de maladie, on se rappelle de la phrase d'hier par laquelle de lundi soir commençait M. Touchon. Elle est bien connue, elle est qu'aujourd'hui les malades deviennent savants et les maladies chroniques. Et c'est ainsi que commençait un article dans Le Praticien du médecin en avril 2014 où il parlait de la nécessité de changer les études médicales. Et vous voyez que la tonalité dans laquelle la chose est dite, les malades deviennent savants, c'est pas la joie, et les maladies deviennent chroniques, c'est encore moins la joie. Eh bien, on se retrouve devant la même problématique. Donc, quoi faire? Et à partir de là, quelle ligne développer? Quel programme éthique, on pourrait dire, pour parler comme hier soir? Premièrement, sûrement, explorer ces temporalités propres des maladies et ces temporalités associées, interactives. Ne pas utiliser la chronologie pour la chronicité. Chercher le diachronique et le synchronique. Ne pas prendre la narration pour une histoire chronologique. Deuxièmement, dans quel but? Dans quel but pour rendre la vie toujours désirable, toujours digne d'être vécue? Et pour cela, la pacifier. Changer le modèle de la guerre pour peut-être la paix. Et pour cela, peut-être invoquer un dieu. Alors non pas Chronos, parce que Chronos était un dieu qui mangeait ses enfants, il n'était pas très recommandable, mais peut-être Asclépios, en tout cas passé par lui. Asclépios est un dieu souriant auquel des
des foules antiques rendaient hommage en allant dans ces temples. Pourquoi? Parce qu'Asclépios était Épios, le dieu doux, le dieu de la douceur, le dieu aussi de la médecine quand elle donnait des remèdes adoucissants, des remèdes apaisants avec des paroles apaisantes. Et donc, je finis, Asclépios est un mot qui est composé de épios, le doux, et de asclé, ou quelque chose qui ressemble comme ça, qui veut dire durci, invétéré, sombre, raide. Donc, apporter de la douceur ou de l'apaisement, c'est sûrement ce qu'il faut faire. Et c'est sûrement ce que vous faites.